Industrial Nation, je suis avec Reinier de Kelen. Reinier, est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà pour commencer? Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Rénir, je suis le directeur commercial de Alcora. Donc Alcora, on est éditeur et intégrateur de solutions de gestion industrielle, de RP, le mot qui peut faire peur à certains, mais en fait, Ouais. voilà, on apporte des solutions de gestion à tous nos clients industriels sur le marché français pour les PME. D'accord. Et vos solutions, elles sont spécialisées vraiment sur le secteur industriel. On peut les citer quand même parce que je pense qu'elles sont relativement connues. Il y a quand même pas mal Bien sûr. d'entreprises qui utilisent au moins l'une de vos solutions. En tout cas, j'en rencontre Donc, souvent. au niveau d'Alcora, on a les produits Silog, Clipper, Helios et Silob. D'accord. Et donc, chacun va être un peu spécialisé sur une verticale par rapport à des problématiques soit de taille, soit de métier, c'est ça? Voilà, exactement. On va avoir deux approches. On va avoir des sociétés, par exemple, d'aéronautique, où ils vont avoir un produit comme Helios, qui est câblé aéronautique et traitement de surface. D'autres sociétés, plus voilà, dans la métallurgie ou dans la tôlerie, où là, on a une solution comme Clipper, D'accord. et puis d'autres solutions plus paramétrables avec les autres solutions du groupe. Donc, on essaie vraiment d'adresser chacun avec ses spécificités. Ok, donc on est là pour parler des ERP et de ce sujet qui concerne maintenant quasiment toutes les entreprises industrielles, en tout cas quand elles atteignent une certaine taille. On a besoin de s'équiper d'un ERP. On peut peut-être commencer juste par rappeler ce que c'est qu'un ERP. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des dirigeants savent ce que c'est, mais si tu peux nous redonner un peu le périmètre, qu'est-ce que c'est qu'un ERP? Alors, un ERP, c'est un logiciel informatique qui va tout centraliser. C'est-à-dire qu'on va avoir une seule base de données où on va avoir l'ensemble des informations de l'entreprise, donc les ventes, la production, les achats, les stocks, etc., la comptabilité. Et le but de tout mettre au même endroit, c'est d'avoir des données d'une part cohérentes et d'avoir une solution qui va être de l'aide à la décision. Donc, de permettre aux différents collaborateurs de prendre les bonnes décisions et au bon moment par rapport à leur fonction dans l'entreprise. Ça, quand on discute avec des gens qui déploient ou qui ont déployé des ERP, souvent enfin, il y a différents profils de dirigeants. Moi, il y a un profil que je rencontre souvent, c'est ceux qui vont être très tech en fait. Il y a des dirigeants qui sont un peu fans voilà, des logiciels, qui aiment bien mettre des logiciels dans leur boîte. Il y a quand même un truc qui est important derrière tout ça, c'est un petit peu les process aussi. Donc, et je trouve ce que tu viens de dire par rapport aux outils d'aide à la décision, c'est important. On oublie parfois qu'il s'agit de données, tout ça, c'est de la data, et que le rôle de l'ERP, c'est de mettre un peu de ciment, de cohérence là-dedans et de rendre accessible un peu toutes ces datas. C'est ça? Exactement. Oui, oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que il y a deux aspects. Il y a le fait d'avoir tout au même endroit, ça génère structurellement de la cohérence. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même information Mm. différente quand on a deux logiciels différents. Et ça va permettre aussi de mettre un ensemble de détrompeurs. Ça veut dire de mettre certains verrous ou des alertes pour faire en sorte que les gens qui alimentent le système puissent au maximum donner de la donnée cohérente ou d'éviter des erreurs de saisie. Ok, juste pour finir un peu l'introduction, il y a longtemps que tu travailles dans le monde des ERP. Toi, tu es un peu, à vue Ah, d'œil, combien de projets tu as ça fait quelques années, accompagnés? en effet. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans les ERP. Je suis passé par différents postes. Ça veut dire que moi, je suis de formation ingénieur, en fait, industriel. J'ai fait les arts et métiers. Et derrière, j'ai commencé en tant que chef de projet, puis consultant, donc vraiment dans la partie process, mise en place, consultant avant-vente. Et puis après, je suis parti dans la partie commerciale et direction commerciale pour D'accord, ok. Et le donc, on a parcours. besoin quand même d'avoir un peu ce background. J'imagine quand on vend ce genre de solution, il faut quand même connaître un petit peu le métier de nos clients. C'est la spécificité, je crois, de l'industrie. C'est que l'industrie, c'est des gens vrais et qui savent, qui ont besoin d'interlocuteurs qui comprennent leurs problématiques et leurs besoins. Et on est obligé d'avoir une parfaite connaissance de ces flux, je pense. Exactement. Alors, tout à l'heure, quand on préparait un peu le webinaire, enfin le call, le podcast, hein, moi, il y a quelque chose qui me frappe souvent, c'est que j'ai pas rencontré beaucoup de gens se lancer dans des projets de déploiement d'un ERP avec la banane, quoi, en disant bah, super, on va lancer l'ERP. On a plutôt l'impression que c'est un peu une galère, non? C'est quoi ton avis là-dessus? Il y a vraiment deux approches différentes. C'est vrai. Franchement, il y a beaucoup d'entreprises qui démarrent un projet dans l'appréhension parce que le projet est vécu comme un mal nécessaire. Souvent, c'est parce qu'il faut remplacer une solution qui marche bien. C'est ça le pire. Elle marche bien, elle donne satisfaction, mais elle a 20 ans, elle est trop risquée parce qu'il n'y a plus qu'un bonhomme sur Terre qui est capable de corriger De corriger les s'il y a un problèmes? problème.
Et l'industriel ne peut pas se permettre un risque pareil. Et si ça s'arrête là, le projet, juste remplacer quelque chose qui est vieux, c'est vrai que le projet, il peut être vécu comme un mal nécessaire. À côté de ça, on a d'autres dirigeants qu'on voit lancer des projets qui eux, le lancent de façon beaucoup plus motivée parce que ça va apporter, parce qu'ils ont clairement un manque en termes de pilotage d'entreprise. Ils se disent, non, mais là c'est plus possible, j'ai besoin de progresser, j'ai une stratégie, je veux arriver à ce résultat-là, mais aujourd'hui, je ne peux pas y arriver dans l'état actuel des choses. Je vois que mes équipes sont bloquées, elles perdent beaucoup trop de temps. Je fais des gens faire des fichiers Excel toute la journée alors qu'il y a d'autres choses à faire. Et là, du coup, le projet, il est vraiment mené comme un soulagement par certains et par les collaborateurs eux-mêmes parce qu'ils en attendent beaucoup. Alors, ça fait d'eux des gens qui mais ils ont raison. Mais par contre, voilà, ça peut être vécu aussi de façon. Donc, pour que ça soit vécu positivement, il faut quand même avoir aussi compris les bénéfices et les avantages que je vais en tirer. Donc là, tu en as cité quelques-uns qui sont du gain en productivité. Je vais éviter de faire des tâches à la main qui peuvent être faites automatiquement par un logiciel. C'est un peu l'objectif de l'informatique, quelque part. Je vais avoir plus de data pour pouvoir prendre des décisions. Et aujourd'hui, en plus, on va pouvoir, j'imagine, connecter le reste du système d'information des autres sources de data vers l'ERP pour potentiellement rendre tout ça beaucoup plus intelligent. Exactement. Et c'est vrai que souvent, on fait l'image, l'ERP, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise. Aujourd'hui, la colonne vertébrale, elle est vraiment interconnectée. On n'est plus dans un monde où il n'y a qu'un seul logiciel, il y a forcément d'autres choses qui sont en périphérie. Et tout ça, aujourd'hui, communique extrêmement bien. Et c'est vrai que c'est très rassurant parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, pour les différents collaborateurs industriels de la notion de double saisie, d'avoir deux personnes qui saisissent la même chose, c'est juste une perte de temps. Alors, une des premières questions qu'on peut se poser, parce qu'il y a quand même pas mal d'éditeurs. Alors, tu me disais tout à l'heure que le marché est quand même maintenant relativement mature. Il y a, je dirais, les petits ont peut-être eu un peu de mal aussi à survivre un petit peu ces dernières années. Donc, le marché est relativement mature. Aujourd'hui, c'est compliqué de lancer un nouvel ERP. Enfin, en tout cas, on n'en voit pas sortir tous les jours. On a des gros acteurs, des acteurs un peu plus petits. Et souvent, les problématiques, c'est est-ce que je vais vers une solution standard et je vais adapter mes process, enfin, en tout cas, c'est ce que je vois, les questions que se posent certains de mes clients, ou est-ce que plutôt il faut vraiment que j'ai du sur-mesure? C'est quoi un petit peu ton avis sur cette question qui est quand même importante parce que en termes de budget, par exemple, c'est pas forcément du coup les mêmes implications aussi. Comment vous abordez la question de votre côté chez Alcora? C'est vraiment une bonne question que le client doit se poser lui-même en fait, parce que l'approche est complètement différente. Ça ne va pas donner la même solution derrière et ça ne va pas donner les mêmes budgets. C'est-à-dire que sur un métier relativement classique, historique, où le client il se dit moi mon travail, mon industrie, c'est un business, mon besoin c'est le même que celui des autres qui font mon métier. Ça peut arriver de temps en temps d'avoir cette réflexion-là. Moi, j'ai une tôlerie, par exemple, j'ai besoin de la gérer, cette entreprise, elle est en croissance, mais voilà, si mon besoin il est le même qu'une autre entreprise de tôlerie. Là, tout l'intérêt, c'est de prendre une solution qui est pré-câblée, où il y aura, le logiciel il est installé, on forme, en quelques jours de formation, l'entreprise elle peut démarrer. C'est un projet qui est court, rapide, éprouvé parce qu'il y a 2000 références satisfaites autour de cette solution. Donc, il n'y a même pas besoin de faire de cahier des charges. On sait que ça marche pour ce métier-là et tout le monde nous en dit du bien. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a l'autre approche de se dire, moi, mon entreprise, elle a un plan de croissance. Le business, il évolue. Je suis dans un business qui évolue énormément. Mon besoin d'aujourd'hui, ce n'est pas le même que mon besoin dans 2 ans. Je le sais, ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera, mais il va changer. Là, il faut des solutions qui s'adaptent et qui s'adaptent intelligemment, c'est-à-dire qui se maintiennent dans le temps. Ce n'est pas des développements spécifiques, c'est des solutions qui accompagnent le client dans ces changements d'organisation. Donc, dans les critères, tu viens de nous donner un peu les critères de choix, c'est-à-dire qu'il faut prendre quelque chose quand même, comme disent les Américains, de scalable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais peut-être 2 millions de chiffres d'affaires, mais si tout va bien, demain, je vais en faire 5 et j'aurai pas 30, mais 150 collaborateurs. Ça veut dire qu'il faut avoir en tête déjà une solution qui est capable d'absorber quand même comme ça cette croissance. Et puis après, en termes de critères de sélection d'un prestataire ou d'une solution, évidemment, c'est le nombre de déploiements. Celui qui a 10 références à son actif, c'est pas la même expérience que quelqu'un qui est capable d'afficher 2000 ou 3000 déploiements. C'est un gage, j'imagine, de qualité. Il y a vraiment je pense que la référence, ça reste quand même l'un des facteurs principaux pour assurer quand on s'embarque dans un projet ERP.
Et puis l'autre aspect qui est fondamental, mais ça c'est le client qui le ressent, c'est la capacité de l'interlocuteur, de l'intégrateur à comprendre son métier. Et ça, je pense que la plupart des choix qui se font de RP se fait en final sur ce critère-là, parce que sur un marché où les solutions, elles existent depuis 20 ou 30 ans, elles font le job, j'ai envie de dire, d'un point de vue purement… Ouais, c'est clair. Ce qui va faire la différence, c'est la capacité de comprendre un besoin, d'anticiper les problématiques dans la supply chain que le client ressent, mais ne sait pas exprimer forcément d'ailleurs, et de pouvoir lui apporter une solution. Et ça, dès les parties d'avant-vente, quand on fait des démonstrations ou quand on fait des audits, c'est quelque chose qui marche bien, ouais. à ce niveau-là et inspire confiance. C'est clair, parce que ça va être rassurant de sentir que vous avez déjà travaillé avec tel ou tel secteur d'activité. Et souvent, ce qui va être intéressant, c'est que vous êtes aussi capable de partager avec moi, client, l'expérience que vous avez acquis chez ces autres clients-là. Donc, tu parlais tout à l'heure de la tôlerie. Si tu as fait un déploiement chez 20 tôliers, tu commences à savoir un petit peu les problèmes des tôliers en termes de logistique, d'approvisionnement, etc. Exactement. Et tu peux gagner du temps parce que tu vas être capable de dire à ton client, mais là, tu te prends la tête depuis 20 ans à faire les choses de cette manière. Nous, on a observé que cette manière fonctionne mieux. Et c'est intéressant, j'imagine, en termes de critères. Donc, c'est un critère important quand on va commencer à sélectionner un petit peu C'est vrai que c'est important d'un point de vue métier. On prend la tôlerie comme exemple, mais comme critère dans l'industrie aussi. On prend l'aéronautique ou l'automobile. Comme secteur, comme marché. Ouais. Il y a des choses qui sont hyper spécifiques à ces métiers-là et qui ne peuvent pas s'improviser. Ok. Du coup, donc là, je commence à choisir un peu mon prestataire, je commence à scoper un peu les solutions qui pourraient répondre. On disait tout à l'heure qu'il faut quand même aussi avoir évidemment une stratégie solide. Il faut savoir ce qu'on vend, à qui on le vend, à qui on veut le vendre dans l'avenir. Donc peut-être commencer par là. Ça, c'est un gage de réussite. Et je crois que tu me disais que c'est potentiellement des moments où vous pouvez être amené à dire non à un client qui ne serait pas au clair avec ce qu'il veut. Exactement. Je pense que le plus important quand on lance le projet, c'est de pouvoir exposer son projet à l'intégrateur pour qu'on construise la solution. Alors, ça peut passer par un cahier des charges. Par contre, souvent, ce que je dis, c'est qu'un bon cahier des charges, il faut un certain nombre de fonctionnalités, évidemment, qui soient demandées, comme des minima requis, etc. Mais ce n'est pas plus il y en a, mieux c'est. Je pense qu'une bonne compréhension entre un client et un intégrateur, c'est quand le client est capable, d'une part, d'expliquer sa stratégie, vers quoi il veut aller. Comme ça, l'intégrateur va pouvoir aussi savoir, lors du déploiement, ce à quoi il faut être prêt pour le futur, exprimer les points bloquants aujourd'hui. Souvent, on reste sur les points bloquants, on oublie d'expliquer la stratégie et pourtant, c'est fondamental pour bien accompagner nos clients dans le futur. Une des questions aussi qu'on a soulevées, c'est donc se faire accompagner. Évidemment, si on veut avoir un accompagnement en toute objectivité et qu'on se dit peut-être que l'intégrateur va pas être très objectif parce qu'il a sa solution, une chose que tu recommandes peut-être, c'est d'être accompagné, c'est ça? Oui, c'est ce que je disais ça tout à l'heure parce que je pense que c'est fondamental dans la mesure du possible que les clients puissent être accompagnés en amont de la consultation. Ça, c'est pour les rassurer parce que c'est pas leur métier, donc ils savent pas qui sont les acteurs, qui sont ceux qui sont justement bien positionnés par rapport à leur activité ou leur métier. Et surtout après, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont choisi un partenaire, c'est un projet qui peut durer 6 mois, 1 an et demi, 2 ans dans certains cas. Sur une période aussi longue, si l'expertise n'y est pas, d'avoir un consultant qui est capable d'être là au comité de pilotage, de pouvoir intervenir dans certains cas pour aider les uns et les autres à se comprendre, parce que c'est quand même deux mondes un peu différents. C'est clair. C'est vraiment un facteur clé de succès. D'accord, donc se faire accompagner, prendre un consultant extérieur qui a potentiellement un peu d'expérience sur ces sujets-là. Qui a déjà fait ça, c'est mieux, oui. Et qui va piloter un peu le projet en toute objectivité. Et souvent aussi d'avoir le regard extérieur, ça permet certainement de désamorcer des questions de communication. Et puis tout simplement parce que ça prend énormément de temps en interne un projet pour le client. Et la gestion de projet, ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde a en interne ou peut libérer. Et du coup, ces consultants peuvent aussi assumer une partie de ça, de cadrage en tout cas, pour être sûr que le pilotage projet se fait. Quand il y a une liste de tâches à faire, quand nous, on n'est pas en prestation, est-ce que chacun fait son boulot à temps, etc., etc. Ok, donc ça, c'est un facteur clé de succès des projets de déploiement de RP. Est-ce que tu as identifié d'autres facteurs clés
Enfin, d'autres choses qui font que ça va bien fonctionner? Ouais, je pense que le plus fondamental, c'est l'implication de la direction. Un projet qui n'est pas sponsorisé par la direction, c'est un projet qui va être vraiment très compliqué. Parce que vu qu'on ne met pas en place un logiciel, on met en place une solution de gestion, il y a forcément, durant le projet, des questions qui vont se poser très stratégiques pour l'entreprise. C'est-à-dire que pour paramétrer l'application, est-ce que vous préférez faire comme ça ou comme ça? Et ça va être une question d'ordre organisationnel dans l'entreprise. Si le patron il n'est pas là, ou une délégation pour et donner l'orientation à prendre, ça génère souvent de l'incompréhension, de l'inertie ou des décalages dans le projet. Donc, chef de projet, ça vient de la direction, ça c'est quelque chose d'important. C'est lui qui va être un peu le chef d'orchestre. Et là, on ne peut pas y couper. Si la direction n'est pas impliquée, ça va être quand même compliqué sur un projet de cette envergure. Un chef de projet qui va être un peu l'orchestre et qui peut être quelqu'un d'extérieur, c'est même peut-être… Il faut un chef de projet interne qui peut se faire aider de l'extérieur, mais il faut un chef de projet interne. Et ça, c'est de lui dire tiens, tu es chef de projet, mais tu feras ça après ta journée, ou en plus, ça ne peut pas fonctionner bien parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc, des key users, c'est un peu aussi un des aspects importants qui vont pour chaque spécificité. Par exemple, j'imagine que tu vas avoir l'acheteur à un moment donné qui va être dans la boucle. Si j'ai un acheteur en interne, ça peut être la DSI, ça peut être tel ou tel. Mais en tout cas, il va falloir identifier dans l'entreprise des gens qui vont être des références sur certaines des problématiques. Exactement. Classiquement, en fait, chaque département a un représentant qui va être celui qui va assister au comité de pilotage. C'est pas forcément lui qui va faire tout après, hein. Il peut être aidé, il peut être accompagné, mais c'est celui qui va représenter son service. Donc, dans les phases d'audit, par exemple, et de consulting, c'est fondamental parce que c'est quand même lui qui va exprimer comment est organisé son département, quels sont les KPI importants, quels sont les flux critiques. Et donc, il faut quelqu'un qui ait une parfaite compréhension du service en question. Donc, une des problématiques qu'on rencontre souvent, donc on a une équipe projet, on a la bonne stratégie, on déploie. Derrière, c'est un outil qui va quand même révolutionner un peu la façon de travailler dans l'entreprise. Et donc, ça va soulever quelques problèmes. Je te citais tout à l'heure le cas d'un de mes clients qui appelle le RP Jacqueline. C'est-à-dire qu'on a découvert que ses équipes, une fois le truc installé, lui avait donné un petit nom et en gros, Jacqueline, c'était pas une personne super aimable dans l'entreprise. Est-ce que c'est des choses que tu rencontres? J'imagine que oui, mais voilà, comment on peut fluidifier un peu tout ça, faire en sorte que ce changement important dans la vie de l'entreprise, il se passe bien, quoi. C'est quoi un peu les conseils que tu pourrais donner par rapport au déploiement? C'est vrai que quand tu m'as raconté ton anecdote, elle m'a fait sourire parce que elle est assez représentative de ce que peuvent vivre les sociétés qui mettent en place un ERP. Et je me souvenais d'un client qui avait pris un peu le contre-pied de ça, c'est-à-dire qu'il avait anticipé ça et qui avait essayé de faire un peu de pédagogie et de faire du marketing interne autour de son projet. C'est-à-dire que pour que les gens comprennent ce qu'ils vont en tirer et comprennent à quel point ce projet il va être bien pour eux, du début à la fin, tout a été marketé entre guillemets, c'est-à-dire que le projet, il lui donnait un nom. Lors du Go Live, c'était une fête avec une banderole, bienvenue à Silob, au revoir l'ancienne ERP. Il y avait des affiches dans les couloirs qui expliquaient un peu comment ça se passait, mais de façon humoristique. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour accompagner les gens dans la globalité au niveau de ce projet. Donc ça peut être une idée, pas facile à mettre en œuvre. Je trouve ça génial, en fait. Je crois pas l'avoir vu, en fait, dans toutes les entreprises que j'ai pu découvrir ces deux ou trois dernières années, notamment. Et j'ai vu peut-être une fois une boîte qui avait donné un nom au projet. Et je trouvais ça pas marrant, en fait. Ils avaient appelé ça Starlight ou je sais plus comment ils avaient appelé ça. Mais en gros, c'était voilà, ça faisait un peu commando ou opération militaire, quoi. Le projet Starlight 2019. Futur 4.0. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Faut qu'on arrête avec les 0 parce qu'à bout d'un moment. Par contre, je trouve ça une super idée en fait, parce que derrière l'idée de marketer le projet, en fait, ça veut dire qu'on va aussi quelque part aller le vendre à nos utilisateurs finaux. C'est de ça dont il s'agit. Et puis, quelque part, indirectement, pour le faire, c'est pas que ça demande du temps, mais ça a nécessité de se poser des questions fondamentales. C'est qu'est-ce que les collaborateurs vont en tirer de ce projet-là? Et s'ils ont su bien le faire, c'est qu'ils avaient su identifier ça avant le projet. Et c'est pour ça que le projet s'est bien passé. C'est que depuis le début, ils savaient exactement tout ce qu'ils allaient pouvoir tirer comme bénéfice. Donc, ça nous ramène un peu à ce qu'on se disait au début. Si on veut que le projet fonctionne, il faut aussi, avant même de commencer à poser un cahier des charges, se dire,
je lance ce projet, ça va répondre à toutes ces problématiques-là, je vais gagner tel avantage à déployer cette solution-là. Et en gros, il faut aussi que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une contrainte supplémentaire qui doit venir s'ajouter dans les process de l'entreprise. Ça doit être quelque chose où tout le monde y gagne, quoi. Exactement. Et ça peut demander beaucoup de pédagogie. Je prenais un autre exemple qui est dans un atelier, lorsqu'il faut mettre en place des nouvelles choses, par exemple de la saisie code à barre ou du pointage atelier. On travaille dans l'industrie, donc c'est quelque chose où on va se retrouver face à des gars qui ont 30, 40 boîtes, 40 ans de boîtes et qui ne vont pas vouloir se laisser faire comme ça. Ouais, qui ne vont pas changer comme ça aussi facilement leur pratique, quoi. Voilà, et donc là, il faut réussir à expliquer. Et alors, c'est un binôme entre l'intégrateur et la direction, d'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi il faut faire ça, et que ce n'est pas pour fliquer les gens, mais que c'est pour mieux piloter les charges, mieux piloter la planification, etc., etc. Mais souvent, c'est des sujets qu'il faut identifier dans l'analyse de risque pour comprendre où sont les points critiques et savoir les traiter, en fait, dans l'approche. Et c'est là où je pense qu'il y a dans le monde des ERP, il y a différents acteurs. Et c'est là où je disais au début, nous, on travaille avec de la PME industrielle. Et c'est là où c'est important en termes d'interlocuteurs, c'est qu'on est face à une population qu'on connaît bien. Et on ne travaille pas avec une PME dans la relation et dans la discussion de la même façon qu'avec un groupe, par exemple. Ouais, c'est clair. Donc, sont très segmentés, en fait. En tout cas, tout ça, ça m'évoque une chose, c'est que finalement, j'ai envie de dire, le logiciel lui-même, bon, on est quand même sur des marchés relativement matures, donc chacun va avoir ses spécificités, mais à la fin, c'est du code informatique, c'est le même, quoi. Si je caricature, vraiment, la différence fondamentale, c'est l'humain en interne dans l'entreprise. C'est-à-dire que la condition de réussite ou d'échec, elle est liée aux gens et aux humains qui vont derrière changer, déployer ça. Et du coup, c'est vraiment peut-être le facteur de risque qu'on a un peu tendance à minimiser parfois sur ce genre de projet qu'il faudrait vraiment peut-être placer au cœur de la démarche, quoi. Comment, à chaque étape du projet, on identifie les risques ou les opportunités ou les facteurs de réussite liés à l'humain, quoi. Non, c'est vrai que c'est un facteur très important, un marché mature. En effet, l'expertise, elle est d'une part dans les hommes et dans la solution. C'est la chimie des deux qui va faire que quand on arrive chez un client, tout de suite, on a le même langage et on sait se comprendre, et dans l'application aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et en termes de choix, c'est vrai qu'il faut aussi que le client regarde qui est l'entreprise qu'il a en face, parce que d'une part, la relation va se créer très tôt, parce qu'on va partir pour 10 à 15 ans sur un ERP. Donc, il faut en effet que le côté humain colle dans la compréhension de la supply, des besoins, de l'implémentation, de comment on veut travailler ensemble. Mais il faut aussi l'analyser sous forme d'analyse de risque. Ça veut dire que de travailler avec un intégrateur où il y a 3 consultants en tant que ce n'est pas possible, parce que si la personne avec qui ça se passe bien elle démissionne de l'intégrateur, qui va prendre? On est parti pour 15-20 ans. Donc, il faut des interlocuteurs et des sociétés qui soient organisées en face, accompagnées dans le temps. Bah écoute, je pense que ça sera le mot de la fin. C'est un petit peu ton dernier conseil, aussi se faire accompagner par une entreprise sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Je vais redonner un peu, tu vas le faire, le lien vers votre site pour le coup. Alors, en fait, ça va dépendre du logiciel. Il y a plusieurs produits, donc on trouvera les produits. D'accord, donc je mettrai en référence un peu les liens vers les différents produits. Voilà, exactement. Je pense que ce sera plus simple et ça savoir permettra, en fonction des projets, de pouvoir s'orienter correctement. Voilà. Écoute, Rénir, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, pour ces conseils. Je trouve qu'on a vraiment des trucs assez intéressants dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et j'espère que ça va permettre d'aider des dirigeants à partir aussi du bon pied sur ce type de projet. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, Karim.